On va passer à l'impact du changement climatique sur la qualité des produits, voire des process, pour s'adapter. Et donc, à travers deux exemples. Le premier exemple, qui va être présenté par Hélène Gauthier et Caroline Dürr, porte sur la qualité des grains et des fruits. Pour 20 minutes maxi, façon ma thèse en 180 secondes. On va s'intéresser maintenant aux modifications, non seulement les diminutions de rendement, mais aussi les changements de qualité. Donc, Hélène Gauthier présentera la partie fruits et je vais présenter la partie grains. Alors, pour ce qui est des grains, on va évoquer uniquement des résultats sur l'effet des hautes températures pendant la phase de remplissage du grain. Et les résultats qui sont présentés ont été obtenus dans le cadre d'un projet qui s'appelle CAC 40 et qui a été financé par un métaprogramme de l'INRA, Adaptation au changement climatique. Donc ces photos illustrent les expérimentations qui ont été menées sur les 3 cultures étudiées, le pois, le colza et le blé, dans les différentes unités et sur les plateformes expérimentales, là où on a des spécialistes de ces différentes cultures. Et donc, pour donner un élément de contexte, comme ça a été fait dans plusieurs des exposés précédents, en fait, vous avez ici une représentation d'un indicateur climatique qui est le nombre de jours avec une température maximum de l'air supérieure à 25 degrés au mois de juin, c'est-à-dire pendant la phase de remplissage des grains de ces 3 espèces. Alors, il faut savoir que la croissance de ces 3 espèces est déjà perturbée à 25 degrés, qui n'est pas une température si élevée que ça. Donc, le graphique représente les prévisions sous un scénario qui est relativement peu sévère. Et donc, si on revient sur le passé, ce sont aussi des années qui ont été évoquées. Les années récentes pour lesquelles on a eu des nombres de jours, enfin, d'abord des températures élevées qui ont perturbé le rendement et la qualité des grains, c'est 2003 et 2005. Et pour ces 2 années-là, on a eu un nombre de jours de l'ordre d'une dizaine de jours avec un maximum supérieur à 25 degrés. C'est pas très important, mais on voit qu'avec ce scénario peu sévère, on a une augmentation de la fréquence de tels épisodes, en particulier à partir de 2040-2050, avec une fréquence qui pourrait atteindre une année sur 2. Donc, les traitements expérimentaux qui ont été exercés pour les températures élevées, c'est pas si facile de gérer des expérimentations dans plusieurs unités, mais on a exercé des températures maximum qui étaient comprises entre 25 et 35 degrés. Alors, avant de présenter les résultats, un rappel sur les principaux composants des espèces étudiées. Donc, c'est des choses basiques. Le blé avec une grosse proportion d'amidon et une teneur en protéines comprise entre 10 et 15%, et avec des profils de protéines sur lesquels je reviendrai plus tard. Le colza, qui est très riche en lipides, mais aussi très riche en protéines, ce qui fait l'intérêt de cette culture. Et le pois, qui est très riche en protéines, et là c'est lié à la fixation symbiotique d'azote, donc c'est particulièrement intéressant, et aussi qui est riche en amidon. Alors, je vais présenter les résultats expérimentaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que quels que soient les traitements qui ont été exercés, on a eu une réduction de la masse du grain, donc une perte de rendement. Donc, alors j'ai essayé d'être synthétique, ce qui n'est pas forcément si facile, et quand on n'avait pas tous les résultats, des résultats de la littérature ont été ajoutés. Donc, dans tous les cas, pour les 3 espèces étudiées, et pour ce qui concerne les protéines, quels que soient les types de traitements exercés avec des fortes températures, on a eu une augmentation de la teneur en protéines, avec les fortes températures, ce qui pourrait être a priori un caractère favorable. Mais on va voir que les profils des différentes protéines ont malheureusement eux aussi changé. Et alors à l'opposé, quand on considère les autres principaux composants, l'amidon et les teneurs en acides gras, enfin les composés acides gras, on voit que sous l'effet des fortes températures, on a l'effet inverse, c'est-à-dire une diminution de la teneur de ces différents composés. Alors, donc dans la synthèse qui est à faire, malheureusement aussi, on a des résultats qui peuvent être quand même un peu divergents sur les acides gras. Et dans nos propres résultats expérimentaux, on a une augmentation et non pas une diminution de la teneur globale en acides gras. Et en fait, il faut voir qu'il y a eu d'énormes changements variétaux dans le cas du colza, avec les variétés zéro acide et russique, que éventuellement ça pourrait être lié à ça. Alors maintenant, si j'en viens non plus à ces grands composés globaux, mais aux détails de leur composition, et tout d'abord les protéines, vous allez voir qu'à chaque fois on a des changements qui sont relativement négatifs pour la qualité nutritionnelle.
Alors tout d'abord les protéines. Dans le cas du colza, on voit une diminution sous l'effet des fortes températures des cruciférines et une stabilisation, une petite augmentation des napines qui sont les deux principales protéines. Et ça, c'est défavorable à la qualité nutritionnelle en alimentation animale, les cruciférines étant des composés riches en soufre. Ensuite, dans le cas du poids, on a exactement le même type de changement. On a une diminution de la manière dont c'est représenté est un peu différente, c'est la proportion dans les différents types de protéines. En proportion, les albumines diminuent et c'est au bénéfice des vicilines. Et même chose, les vicilines sont des protéines qui sont moins riches en soufre et donc dans le cas de l'alimentation animale, c'est moins favorable. Alors pour ce qui est du blé, donc là sont représentées les gliadines. Bizarrement, dans le cas du blé, on a plutôt moins de résultats dans la littérature et ils peuvent être ils peuvent être contradictoires, mais le plus souvent, on a une diminution des gliadines et une augmentation des gluténines. Et là, dans ce cas, c'est les propriétés boulangères qui sont affectées. Donc rapidement sur les composés autres que protéiques. Dans le cas du colza, on a des modifications des profils d'acides gras. Donc le colza est réputé parce que c'est une huile riche en oméga 3. Bon, vous voyez que par rapport à d'autres acides gras, c'est quand même pas le principal, mais cependant il y a une certaine teneur. Sous l'effet des fortes températures, cette teneur reste à peu près stable, mais malheureusement les autres oméga 9 et oméga 6 augmentent en proportion. Non, là c'est en teneur. Et ça, c'est ce qui est important, c'est le ratio des différents oméga, et donc c'est en défaveur de la qualité de l'huile. Pour ce qui est de l'amidon, on a exactement les mêmes résultats pour le blé et pour le pois. En fait, l'amidon est principalement composé d'amylose et d'amylopectine, et on voit l'amylopectine qui diminue en proportion dans l'amidon. Et bon, c'est pas l'effet le plus important, mais ce qui est important, on peut avoir une certaine stabilité de la composition, une diminution de l'amidon total, mais les proportions relatives restent stables. Et par contre, ce qui est plus important, et là c'est illustré dans le cas du pois, on a un changement des granules, des tailles de granules de ces amidons. Et donc ce qu'on voit, c'est que les granules les plus petits diminuent, alors que les plus gros, ce qui n'est pas représenté, augmentent. Et ça aussi, c'est en défaveur de la qualité des amidons. Donc avant de passer aux fruits, juste pour résumer, on a certains aspects qui pourraient paraître bénéfiques, mais quand on y regarde de plus près, en fait, les compositions sont quand même perturbées et plutôt en défaveur de la qualité des produits. Et par ailleurs, si on veut comprendre ce qui se passe, le plus souvent, ce sont les premiers composés qui se déposent pendant la formation du grain, dont la teneur augmente, et puis plutôt ceux qui se déposent dans la fin de remplissage du grain, dont la teneur diminue. Donc maintenant, je vais vous présenter les caractéristiques du fruit. Donc tout d'abord, comment est-ce qu'on peut caractériser la qualité nutritionnelle des fruits? Savoir la principale différence par rapport à ce qui a été présenté précédemment, c'est la teneur en eau très importante des fruits, puisqu'elle peut varier jusqu'à représenter 95% du poids frais du fruit. Et donc les 5 à 20% selon les espèces restantes vont être la matière sèche qui va être responsable des qualités donc nutritionnelles des fruits. Donc sur cette matière sèche, elle est essentiellement composée de sucre et d'acide, avec également une petite proportion donc de la matière sèche qui est composée de parois, donc de fibres qui vont jouer aussi sur la qualité nutritionnelle, et des composés minoritaires, des vitamines, des polyphénols qui vont conditionner la qualité nutritionnelle également. Et donc une différence importante, c'est pour savoir comment les changements climatiques vont affecter la qualité nutritionnelle, il faut connaître en fait comment s'élabore la qualité du fruit. Donc j'ai représenté sur le schéma ici un fruit, et donc la composition du fruit à maturité va dépendre déjà de ce qui est rentré dans le fruit, donc la quantité d'eau et de carbone qui rentre dans le fruit. Et on voit très bien qu'en fonction des contraintes qu'on va appliquer, notamment des contraintes hydriques, on va pouvoir jouer sur la proportion relative d'entrée d'eau ou de carbone, et donc avoir des phénomènes de concentration éventuellement de certains composés dans la matière fraîche, qui vont être liés simplement à un manque de disponibilité en eau à certains stades de développement du fruit. On a après d'autres processus qui vont pouvoir intervenir pour expliquer quelle sera la concentration dans certains composés à maturité. Ça va être aussi les pertes
à la fois par transpiration du fruit ou des pertes par respiration liées à la forte température. Et puis ensuite, tous ces éléments qui sont rentrés sous forme d'eau et de carbone vont être mobilisés par des processus liés à la croissance, donc lors de la division ou de l'expansion cellulaire, mais également vont alimenter donc des différentes voies métaboliques, donc synthèse des sucres et des acides via le métabolisme primaire, et synthèse également de certains nombres de composés via des métabolismes secondaires, donc des composés notamment les polyphénols dont je vais parler tout à l'heure. Donc notre objectif à nous, c'est de comprendre pourquoi est-ce que la composition du fruit varie, en particulier éventuellement la composition en sucre. Est-ce que c'est lié à un phénomène de concentration lié à une limitation de l'entrée d'eau dans le fruit? Est-ce que c'est lié à un plus grand flux de carbone qui rentre dans le fruit? Ou est-ce que c'est lié aux effets spécifiques de nos traitements, température ou stress hydrique, sur des voies métaboliques, donc des sucres? Après, on se pose un autre problème. Est-ce qu'il y a de la variabilité génétique sur la réponse à ces facteurs de l'environnement? Et est-ce qu'on peut, en choisissant des génotypes et en adaptant des pratiques culturales, obtenir une certaine qualité requise? Donc, ce qu'on va définir comme un idéotype, c'est une combinaison entre l'environnement qu'on prédit en termes de climat, une association donc des génotypes adaptés et des pratiques culturelles. Voilà un peu le contexte général. Donc je vais l'illustrer sur trois exemples, trois espèces qui ont été étudiées donc dans le cadre du projet CAC 40. L'une de ces espèces, c'est la clémentine. Il y aura également la nectarine et la tomate qui sont nos plantes modèles. Et donc la clémentine bénéficie d'une IGP, donc c'est très intéressant parce que ça permet de valoriser donc des critères de qualité liés à la typicité de ce produit, avec un certain nombre de critères liés notamment à l'acidité, dont je vais reparler, les pourcentages de jus, de la coloration, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu qu'au cours des 50 dernières années, on avait eu une diminution de l'acidité finalement dans le jus de ces clémentines au cours du temps. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut relier donc la teneur en acide citrique dans le jus qui diminue avec la température moyenne pendant le cycle de production. Donc on voit un effet direct donc sur ces études qui ont été menées en Corse, des effets de l'augmentation de la température sur la typicité du produit. Et donc après, la question se pose, est-ce qu'on a les ressources génétiques nécessaires pour maintenir notre typicité de produit? Est-ce que l'IGP Corse, à l'avenir, va pouvoir se maintenir? Comment garder cette typicité de produit? Une deuxième illustration concerne la nectarine, avec cette fois-ci des composés phénoliques dans la pulpe du fruit. Et notre objectif, c'était justement de comprendre, est-ce que ces composés phénoliques, qui jouent un grand rôle en fait en termes de composés antioxydants, vont être affectés par les conditions de culture. Et donc là, on a regardé en fonction de l'occurrence d'une période de limitation hydrique, est-ce qu'il y avait des effets sur cette composition. Donc on a deux classes de composés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en général, des limitations des disponibilités en eau sur les stades précoces de développement du fruit vont avoir un effet assez important sur les acides hydroxycyanamiques. Par contre, il y a des périodes pendant le développement du fruit durant lesquelles on a surtout le développement du noyau et donc on n'aura aucune incidence sur la composition, aussi bien, donc là je ne vais pas montrer en sucre, en acide, qu'en composés phénoliques. Donc si on doit pour des raisons de limitation en eau, restreindre l'apport d'eau à la culture, on va peut-être pénaliser l'ensemble de la culture, mais on ne pénalisera ni le rendement, ni la composition en n'apportant pas à la plante la quantité d'eau dont elle aurait besoin sur cette période. Par contre, une autre phase critique, c'est la phase de maturation du fruit. On voit également là sur ces composés qui sont des procyanidines qui vont jouer un rôle important en interaction avec la flore intestinale, donc une accumulation lors d'une contrainte hydrique. Un autre exemple sur tomate, sur lequel je vais passer très vite, mais qui montrait également qu'on avait des interactions en fonction des stades durant lesquels les plantes étaient stressées, le stade de développement des fruits, avec tantôt des effets positifs ou négatifs selon les processus qu'on étudiait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une plante qui va être stressée plusieurs fois, donc là on regardait l'effet additif de 2 périodes de stress, on n'a pas effet additif de ce qu'on aurait observé sur une seule période. Donc on a aussi un phénomène d'adaptation des plantes à ces contraintes.
Donc là, c'était une échelle de couleurs avec les couleurs chaudes qui montraient des inhibitions importantes de certains critères de qualité. On a regardé également au niveau des composés secondaires et en général, selon les espèces, on a tendance à observer des accumulations de certains composés antioxydants en réponse au stress. Mais comme on le voit, tous ces résultats sont souvent exprimés par rapport à la matière fraîche. Donc notre questionnement, c'est savoir est-ce que c'est simplement un phénomène passif de concentration de ces composés dans le fruit, ou est-ce qu'il y a réellement un effet sur les voies de synthèse. Et donc pour contrôler cela, ce qu'on fait, c'est qu'on exprime à la fois les concentrations par rapport à la matière fraîche et également par rapport à la matière sèche. Donc là, je vais l'illustrer sur la teneur en sucre, et on voit en particulier, si on suit simplement l'effet, par exemple, d'une contrainte hydrique au dernier stade de développement du fruit, pendant la maturation, on a dans les deux cas, que ce soit une concentration exprimée en matière fraîche ou une teneur exprimée en matière sèche, un effet positif de cette contrainte hydrique sur la quantité de sucre, donc la teneur en sucre exprimée dans le fruit. Donc ça veut dire qu'on a eu effectivement un effet, une accumulation de sucre dans le fruit, et on le voit, c'est au détriment des acides. Donc avec un rapport sucre-acide qui est affecté, et le rapport sucre-acide étant fortement corrélé à notre perception de la qualité du fruit, on va certainement avoir une perception différente de la sucrosité du fruit. Bon, voilà. Alors après, on se pose des questions de savoir, effectivement, est-ce qu'il y a de la variabilité génétique pour ces processus de réponse? Donc ça n'a pas été tellement étudié dans le cadre de ce projet. Et est-ce qu'on peut aller un peu plus finement pour étudier quels sont les gènes qui vont être affectés et éventuellement trouver de la variabilité? Donc les perspectives après à venir pour ce travail, c'est d'essayer, connaissance et réponses, d'introduire ces connaissances dans des modèles, afin, comme j'ai dit tout à l'heure, de rechercher des idéotypes, donc des combinaisons qui nous permettraient de garantir, ou d'obtenir la qualité recherchée en termes de produits. Donc là, c'est un travail qui a été fait sur pêche, grâce à l'utilisation d'un modèle, donc Calitri. Essayer de voir si on pouvait définir les stratégies d'irrigation optimales pour obtenir une qualité de produit. Donc la qualité de la pêche, c'est à la fois son calibre, donc, et son rendement, bien sûr. Donc ici, on a, en fonction d'un indicateur de la plante, qui est le potentiel hydrique de tige. Donc on voit quand le stress augmente, on a ce potentiel donc hydrique qui diminue. Et on a une diminution également du rendement qui est en rouge ici avec le stress hydrique. Mais si on regarde un indicateur de qualité qui a la teneur en sucre soluble, on voit qu'on a tendance à l'augmenter avec la contrainte hydrique. Donc il y a un optimum qui est représenté ici par la courbe en vert, qui représente la valeur commerciale liée à la production. Et donc on va essayer dans la pratique d'irrigation de maintenir en fait cette gamme de potentiel hydrique de façon à atteindre cet optimum de production. Donc on voit que c'est pas forcément un seul indicateur qu'il faut optimiser, mais il y a bien un compromis à trouver entre différents indicateurs. Donc, pour conclure, on a également au cours de ce projet regardé quelles pouvaient être les conséquences de ces contraintes sur différents processus, donc notamment sur la germination des graines. Caroline en a un peu parlé, le fait de modifier la qualité du fruit frais ou du grain à la récolte va aussi avoir des conséquences sur leur transformation ou sur leur stockage. Et notamment, on peut avoir des interactions aussi avec les différents champignons, par exemple, en termes de conservation. On a vu qu'il pouvait y avoir un levier génétique à explorer, et c'est peut-être ce qui sera fait dans les prochains plans d'investissement d'avenir sur les principales, sur les grains en tout cas. On a également constaté qu'il y avait des effets pluriannuels, notamment sur la floribondité, et c'est le genre de choses qu'il faut en particulier prendre en compte sur les plantes pérennes en arboriculture. Et également, un autre levier qui peut être intéressant ou défavorable concerne l'épigénétique, qui pourrait permettre également de choisir les conditions dans lesquelles on va produire les graines qui pourront être ou non présenter des phénotypes plus ou moins adaptés à différentes contraintes. Donc c'est peut-être un levier sur lequel on pourrait investir dans le futur.
Après, on peut se poser la question, comme on l'a dit au cours de cette journée, quelles sont les stratégies d'adaptation possibles? Est-ce que le levier génétique est suffisant ou pas? Est-ce que c'est pas plutôt un changement d'espèce qui paraît approprié dans un certain nombre de cas? Et aussi, bon, on l'a vu, changer nos habitudes alimentaires, etc. On a juste abordé le côté modélisation, qui paraît être un outil prometteur, mais on a vu qu'il fallait acquérir un certain nombre de connaissances, intégrer ces connaissances, et on est encore loin d'avoir des outils opérationnels. Voilà. Je vous remercie.